Donc, il n'y a pas eu de différence significative dans les trois groupes. يعني هنا زاد خلطوها لنا خلاص قال لك ما كانش les différences. Donc, il n'y a pas eu de différence significative dans le contrôle du TSH qui a été observé, que ce soit pré-iftar, post-iftar ou post-ramadan. يعني هنا عند العراقيين تشرب قبل الفطور في الفطور ولا الفطور ربها واحد ça change rien du tout. Il n'y a pas de changement. Vous allez me dire حنا درنا هذا الويبينار باش نفرزوها انت زدت علينا خلطتها لنا ما عندنا نفهموا والو ما تخافوش كاين لا سوليسيون dans alors on va voir les Pakistanais d'abord avant la solution. Elle dit c'est Karachi Karachi كنا نسمعوا بها غير بومبات كيتحوا عليها مساكن الحمد لله يا ربي. Donc et c'est une étude qui a été faite par les endocrinologues cliniciens européens. Donc la ACE clinical endocrinologie américaine, les Américains. La ACE c'est les Américains. Et ils sont très carrés, comme vous les connaissez. Et ici, ils vous disent, regardez l'impact du jeûne sur le statut thyroïdien et la qualité de vie. Et une étude très intéressante. Cette étude, l'objectif de l'étude est de déterminer le changement de la TSH et de la qualité de vie avant et après Ramadan chez les patients qui ont une hypothyroïdie primaire. On est en train de répondre à la deuxième question, quel est le retentissement du jeûne sur l'hypothyroïdie? Étude prospective donc, qui a concerné donc, des patients en hypothyroïdie. Ils ont pris la TSH 6 semaines avant Ramadan et une TSH post-Ramadan 1 à 2 weeks, 2 weeks after Eid al-Fitr. Donc, 1 à 2 semaines pour Eid al-Fitr. 64 patients hypothyroïdiens, où 58 étaient des femmes. Donc, ici, il y avait strictement, pratiquement que des femmes. Et ils vous disent que ces patients-là ont jeûné à peu près 26 jours et n'ont arrêté que 1,27 jours. Donc, en moyenne, ils ont jeûné pratiquement tout le mois de Ramadan. Alors, la TSH avant Ramadan était de 2,37 plus ou moins, en moyenne, plus ou moins 1,35 milliunités, et en post-Ramadan, elle était de 4,69 plus ou moins 3,87, avec une différence qui était clairement significative. Donc, on avait une différence entre avant et après Ramadan qui était à 1 pour 1000. La différence n'a pas été observée chez les patients qui prenaient la L-thyroxine qui étaient compliants, c'est-à-dire qui respectaient l'alimentation. Yani, ceux qui prenaient leur L-thyroxine à distance des repas. Mais elle était majeure, donc la différence était majeure avec ceux qui ne respectaient pas l'alimentation. Donc ici, il est clairement admis que la TSH dans le mois de Ramadan augmente et que les changements ne sont pas affectés, donc il dit intake from meal, donc ne sont pas faussement avancés. Donc ici, ils vous disent que pour éviter les augmentations, il faudrait avoir un statut, donc respecter la prise en dehors à distance des repas. Voilà. Alors, la dernière, parce que pourquoi tout ce flou a été repris dans cette étude-là. Et cette étude est un RCT, c'est une étude contrôlée, randomisée et donc prospective. Si vous voulez, le niveau de l'étude est un peu plus comment dirais-je, donc ce n'était pas des petites études de petits centres, mais ici, donc ça a été fait à Abu Dhabi, comme vous le voyez avec le papier, donc c'est l'association européenne, c'est l'ETA, donc que vous connaissez très très bien, et ça a été largement, donc j'ai adoré le travail, comment dirais-je, rigueur dans la méthodologie. Voilà. Et ici, ils vous disent clairement, the aim of study, donc ici, c'est de déterminer the best time, donc le meilleur temps pour les patients. C'est la plus récente. C'est ce que j'ai trouvé actuellement de publier tout dernièrement, et c'est fait avec une méthodologie qui est rigoureuse. Donc ici, ils vous disent voilà, le meilleur temps pour prendre l'évothyroxine pendant le mois de Ramadan pour minimiser les changements
sur la TSH et essentiellement sur la fonction thyroïdienne. Et ici aussi, ils ont fait la même méthode. TSH fait Ramadan. Et que les prises de la L-tyroxine 3 heures avant l'aftar et 30 minutes après le sahur montrent plus d'augmentation de la TSH. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on a la réponse? Moi, je pense, avec ce que j'ai lu, avec ce que j'ai repris, avec ce que j'ai comme petite expérience, et j'aimerais bien la partager avec vous, la solution, Allahu Akbar, الدواء يشرب يروح يصلي يصبر وياكل نص ساعة يفطر le plus normalement du monde. Est-ce que, alors maintenant, bien sûr, il y a l'hypoglycémie, est-ce qu'il peut boire avec un peu de petit lait, est-ce qu'il peut manger là, on va en discuter tout à l'heure. Mais le fait d'attendre les 30 minutes, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir répondre à la question à quelle heure faudrait-il prendre le traitement. J'espère avoir répondu à vos attentes. Mais bien sûr, on va dire un mot sur la surrénale. Même si on a parlé de la thyroïde, il y a aussi toute la pathologie surrénalienne qui est connue et observée à notre niveau. La pathologie surrénalienne, ça c'est le consensus donc, qui m'a été adressé par le docteur Mnassa, un de nos anciens résidents qui a eu avec brio son DMS et qui nous avait envoyé ce papier-là. Il a même essayé il l'a traduit en français. Et donc, les guidelines, ici, vous disent que le médicament préférentiel pour l'insuffisance surrénalienne reste l'hydrocortisone. Alors, un mot sur l'insuffisance surrénalienne. Vous avez vos patients qui sont connus. Il y a aussi le Covid, qui a été à l'origine de l'augmentation de l'incidence des insuffisances surrénaliennes. Et tout le monde est devenu corticoïdologue et corticoprescripteur. Et j'ai vu des choses bizarres, surtout la dexaméthasone. Les gens se sont fait plaisir. 12 mg, 15 mg, 20 mg. Il a injecté, c'est vrai qu'on a connu des moments affreux où je n'ai pas envie de raviver les douleurs. On a perdu des amis, des membres de notre famille, tout notre entourage, des amis à l'hôpital. C'est un point douloureux que je ne veux pas raviver. D'accord? Mais il est certain que nous avons eu des insuffisances surrénaliennes, une incidence de l'insuffisance surrénalienne qui a été multipliée par 3 ou par 4 par rapport à l'incidence normale de la maladie, suite à l'utilisation inappropriée de la corticothérapie. Alors, le meilleur traitement de l'insuffisance surrénalienne reste l'hydrocortisone, qui est l'équivalent du cortisone naturel. Sauf que l'hydrocortisone, et qui ne couvre pas les 24 heures. Donc, par conséquent, il vous propose donc l'utilisation des glucocorticoïdes à la place de l'hydrocortisone, voire en association à l'hydrocortisone. C'est-à-dire, on placerait un corticoïde à action plus longue parce que on jeûne au minimum 15 heures par jour. Il y a des fois où on a fait même jusqu'à 17 heures de jeûne. Hein. Et ici, ils vous disent, on place du prédnisolone ou de la dexaméthasone qui pourra être associé pendant le mois de Ramadan. Alors, ils vous disent, il serait judicieux de le commencer quelques semaines avant et d'essayer de mettre le patient sous dexaméthasone ou prédnisolone
le matin, donc le soir, on prend, mais bien sûr, qui dit prénisolone ou la dexaméthasone dit le fait de prendre de la dexaméthasone à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin ou à 5 heures du matin, bye bye nas. Vous allez perdre votre sommeil. Et bien sûr, parce qu'il va y avoir une action qui est longue, il va s'annuler, vous rajoutez peut-être un comprimé pour pouvoir un peu tenir durant la soirée jusqu'à dormir après, même peut-être que vous pouvez ne pas en prendre. Ils vous disent ici qu'idéalement, il faut débuter quelques semaines avant avec une surveillance clinique, la fatigue, la tension artérielle. Il y a aussi le yonou. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait surveiller qui seraient intéressantes de faire. Ils vous disent l'ACTH et le cortisol, ça ne sert à rien, ça ne se surveille pas. Et voilà, si vous voulez, vous aurez une façon réellement de pouvoir donner à ces gens-là, donc à ces personnes-là, une qualité de vie. Bien sûr, encore une fois, j'ai omis de le dire, c'est que moi, personnellement, et dans une intime conviction, et on va demander à toutes les personnes qui sont là, une personne qui a une insuffisance surrénalienne, je lui dis, une pathologie, ça peut, bien sûr, ici, je vous ai mis cette plaque-là, mais ils vous disent, il faut aller essentiellement à une éducation du patient, je l'ai mis en grand, en gras, en tout ce que vous voulez, il faut aller sur la préparation des patients. Qui a une insuffisance surrénalienne et on éduque les patients qui décident de jeûner alors qu'on leur a interdit de jeûner. Parce qu'on ne peut pas dire ça, ça ne se passe pas comme ça. Les personnes qui refusent d'arrêter, de suspendre leur traitement, à ce moment-là, on leur demande on les accompagne, tout simplement. Et puis, voilà, je laisse la place au débat. Deuxième étude, c'est celle qui m'a été envoyée de notre cher ami Tarq, donc Dr Mahmoud, et qui est un papier encore plus solide, comme vous voyez, donc, le jeûne pendant le mois de Ramadan, c'est des guidelines pratiques pour les professionnels de santé dans le cadre du management of stéroïdes, donc du traitement pendant le mois de Ramadan. Et ça, excusez du peu, c'est Clinical Endocrinology, donc ça aussi, c'est un papier qui est plus balèze que ce que je vous montre chez les Asiatiques, mais c'est intéressant. Alors ici, regardez, travail très structuré, ils vous disent qu'il y a une stratification du risque qui va dans le diabète, qui va dans l'insuffisance surrénalienne, ceux qui sont à low risk, ceux qui sont à high risk et ceux qui sont very high risk. Full not fast, devrait ne pas jeûner, Hanaya must, ne doit pas jeûner. Ou Hana, ça dépend de l'habilité et la tolérance des patients. C'est les patients qui sont stables dans leur insuffisance surrénalienne, qui n'ont pas de comorbidité, donc n'ont pas d'autres pathologies, et qui, d'accord, ici, les minéralocorticoïdes, donc, on a déjà le high risk et le very high risk. Donc, vous voyez, on n'a pas de minéralocorticoïdes. Et ici, le high risk, c'est les patients qui sont récemment diagnostiqués à peine 3 mois avant, ou bien les femmes enceintes. Et les very high risk, c'est atteinte d'un organe cible, ceux qui ont un diabète ou un sous insuline, ceux qui ont un problème de diabète insipide ou de pathologie hypophysaire, ceux qui ont fait une décompensation aiguë surrénalienne dans les 12 mois qui ont suivi, et ceux qui n'ont pas de minéralocorticoïdes, donc qui ont un déficit en minéralocorticoïdes non traité. Bon, le déficit en minéralocorticoïdes, on peut en discuter tout à l'heure aussi, et ceux qui ont une hypothyroïdie non traitée. Vous voyez, c'est très intéressant, le papier est très intéressant. Je te remercie encore d'avoir de m'avoir envoyé, et il vous donne aussi comment faire. Donc, ici, vous avez, alors, comme vous le voyez, alors, patients qui veulent jeûner, oui, non. Alors, ceux qui ne veulent pas jeûner,
Donc, comme vous voyez ici, tant mieux, ils ne jeûnent pas, le problème ne se pose pas. Ceux qui veulent jeûner, il faudra partir sur une exploration de leur croyance. C'est-à-dire ici, c'est carrément de l'éducation thérapeutique et de l'écoute active du patient, et vous le stratifiez. Very high risk et high risk. Donc, ils doivent voir les alternatives. Elles s'y jeûnent quelques jours, donc pendant l'hiver, ou les jeux, d'accord. Ou alors, ils ne peuvent pas faire de jours consécutifs. Ils sont monuments. Donc, tu revois après, si le patient choisit de jeûner, à ce moment-là, il faut partir sur de l'éducation, encore une fois thérapeutique, optimiser le traitement, partir sur la disponibilité de l'hémicyclinate d'hydrocortisone en injectable qu'il doit avoir chez lui, et bien sûr les endocrinos qui sont autour, les services de comment dirais-je, d'urgence, si jamais il tombe une carte d'insuffisance urinaire qu'on était éventuellement il gare sur lui pour qu'il explique, parce que حنا في الجزائر كون يطيح واحد كيما هذا واش يديروا له سامحوني دو تيرم هو طاح هو يقول له واش اقرا له في ودنه انا صوره تسبيح ولا دور له المفتاح هكا صايرين يدير له يقول بالمفتاح يدور له المفتاح دوك يفيق. Peut-être que ça vous fait peut-être rigoler, ou là, ceux qui ne sont pas de l'Est ne comprendront pas ça. Je pourrais m'expliquer tout à l'heure, mais réellement, c'est un problème. Et ils vous disent en dernier lieu, considérez trial fast. Donc là, il faut essayer de jeûner avant. Au moins, Bishi chauffe à peu près ce qu'il peut faire, et à ce moment-là, il pourrait éventuellement jeûner. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cela? C'est conclure. Voilà. Au terme de ma présentation, j'espère que vous avez trouvé au moins quelques réponses à votre questionnement sur un thème que je n'ai pas personnellement abordé, et merci de m'avoir poussé à le faire. J'ai découvert beaucoup de choses et je suppose que le débat va encore nous permettre de partager encore plus. Donc, la gestion des endocrinopathies est très complexe. C'est très complexe. Pour l'hypothyroïdie, elle reste préférentiellement, à mon avis, avec tout ce que j'ai pu voir, 30 minutes avant le phtor, plutôt qu'après le phtor ou après le phtor. Maintenant, si les patients décident, libre à eux, on va les suivre. Pour la surrénale, ça sera plutôt des corticoïdes à action prolongée et après, on évalue, après évaluation du risque, si jamais ils décident quand même, et plus ou moins hydrocortisone, et l'éducation thérapeutique est la partie la plus importante, ce qui est primordial dans la gestion de la pathologie endocrinienne. Et je vous remercie de votre attention. Je repasse la parole à Tarek et à l'ensemble de mes amis, Sharaf et Dr Hamadouche, pour les questions. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Nour, pour cette brillante présentation avec une actualisation très importante et très intéressante de la physiopathologie, donc de l'hypothyroïdie et la thyroïdie d'Hashimoto. Donc, apparemment, on a le choix, le patient plus ou moins a le choix. La prise au moment de phtor, je crois, elle est intéressante pour les hommes qui vont à la mosquée pour faire la prière, donc ça ne pose pas de problème. Le problème se pose par contre pour les patients qui n'est pas se réveiller, par exemple, pour la prise de sahar. Donc, on a quelques questions que je passe donc la parole à mon ami Ali Khouja, Sharaf Eddine. Donc, à mon tour de te remercier, Nassim. Merci, Sharaf. Merci beaucoup. Merci. C'était brillant et avec Saha. J'ai résumé quelques questions. J'ai essayé de synthétiser parce que les questions sont nombreuses. Je vais te donner la parole premièrement pour nous dire un mot. Il y a quelqu'un qui demande sur la relation entre Covid et thyroïdite d'Hashimoto. Est-ce que la Covid peut engendrer une thyroïdite d'Hashimoto comme séquelle? C'est quelqu'un apparemment qui n'a aucune pathologie thyroïdienne auparavant,
qui chope Covid Oui. et après Covid, il est diagnostiqué comme Hashimoto. Est-ce que ça existe? Alors, je replace les caméras. Symphonie. Voilà. Alors, Covid et thyroïdite d'Hashimoto. Techniquement, le lien entre thyroïdite d'Hashimoto et Covid n'a rien de chien. C'est-à-dire, je dirais que la Covid a été peut-être le facteur de découverte de la maladie, parce qu'il existe beaucoup de l'auto-immunité, et donc il y a une réaction auto-immune avec des interleukines qui sont, comme vous le savez dans la Covid, très impliqués. C'est réellement un processus auto-humain qui aurait fait déclencher la thyroïdite, ou plutôt fait découvrir la thyroïdite. Mais je suis certain que les lésions de la thyroïdite, ce sont des lésions qui s'installent dans le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. La Covid ou la thyroïdite 3 mois après, la thyroïdite, les lésions s'installent dans le temps. Combien de personnes vous avez avec des anticorps anti-TPO, des anticorps anti-TG qui sont grandement positifs et qui n'ont aucun retentissement sur la fonction thyroïdienne? Il y a des gens qui ont pire encore et plus encore, vous faites des échographies, comme vous l'avez de plus en plus, donc d'échographies à votre niveau. Donc, vous trouvez carrément de la thyroïdite, c'est-à-dire clairement un aspect hypoéchogène, pseudonodulaire, la vascularisation, tous les critères échographiques, mais la personne est en euthyroïdie clinique et peut ne pas développer, ou peut-être avec le temps, du moins avec l'âge. Donc, la thyroïdite, si je dois répondre clairement, est-ce que la COVID entraîne une thyroïdite d'Hashimoto? À ma connaissance, c'est non. Et je pourrais encore argumenter. Par contre, la COVID a fait réveiller, enclencher, favoriser le processus préexistant au préalable. Oui, forcément, ça pourrait se voir et ça pourrait être observé. Ok, merci Nassim. Je t'en prie. J'ai une deuxième question concernant la thyroïdite d'Hashimoto et le risque tumoral. Et là, je suppose, dont les intervenants posent la question sur surtout la thyroïdite d'Hashimoto avec nodulaire. Qu'est-ce que vous en pensez sur le risque tumoral dans ce cas-là? Alors, le risque tumoral parmi les thyroïdites d'Hashimoto est à peu près de l'ordre de 30%, le risque de malignité des nodules. Il est à peu près de 30%, et au fur et à mesure que l'âge, est plus jeune, le risque est quand même assez important. On peut aller jusqu'à 20% de malignité. Donc, moi, je vous dis, un nodule thyroïdien, là, on va raisonner, on va parler scientifiquement et on va raisonner ce qu'on fait. Là, personnellement, un nodule, déjà, pour ceux qui sont là, et je suppose qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui font de la cytoponction. Donc, là, cytoponctionner un nodule thyroïdien dans une thyroïdite d'Hashimoto, qu'est-ce qu'elle va vous répondre à la nappe? Elle va vous répondre à 9 fois sur 10 cellules suspectes. Il va y avoir c'est-à-dire des stigmates d'auto-immunité, mais elle va vous répondre cellules suspectes. Déjà, dans la thyroïdite d'Hashimoto, la cytoponction, c'est très complexe, c'est-à-dire ça dépend réellement du pathologiste qui est en face de vous. Donc là, Constantine, si je peux rapporter notre expérience, là, on a une expérience. Alors, la cytoponction n'est pas faite par les pathologistes, par l'anapath, elle est faite par l'histo. Là, on a un service d'histologie. Je suppose que beaucoup de CHU en Algérie ont des services d'histo. Le service d'histo a toujours fait la cytoponction. Et on a, depuis une bonne vingtaine d'années, une expérience avec le service d'histo où on est arrivé actuellement à quasi une concordance à 99%, pour ne pas vous dire à 100%. Il y a l'équipe du professeur Awati à Constantine en histo avec qui il travaille. Et surtout, ça a été
amélioré avec l'avènement de l'échographie. Donc, avec l'avènement de l'échographie, on a réellement amélioré notre rendu et il est clairement établi que s'il y a un nodule thyroïdien sur un nodule, un vrai nodule thyroïdien, il vaut mieux opérer la thyroïde. Je le dis, je ne sais pas si c'est scientifique, si vous allez accepter ça de ma part. Comment on le fait? J'ai un nodule thyroïdien, je pars sur sa classification, c'est clair, généralement, il est entre 3 et 4, rarement où vous trouvez un nodule dans la thyroïdite d'Hashimoto qui est classée à 2. Donc, moi, personnellement, je prends les devants, j'entame une surveillance dans un premier temps. La dernière fois, d'ailleurs, pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un nodule qui a pris près de 4 mm en l'espace de 2 mois. Donc, on est parti. Donc, il y a la surveillance échographique, si tu as l'écho. Donc, tu peux te permettre de tempérer. Si tu as de l'expertise aussi, c'est-à-dire réellement, tu es sûr que ce que tu es en train de voir est bon. Mettre une aiguille, c'est important de mettre une aiguille. Il faudrait aussi avoir un pathologiste en face de toi qui puisse te répondre où tu es sûr de te permettre d'attendre. Si tu n'as pas d'écho, l'expertise et les personnes qui sont en face de toi qui ne sont pas assez bons, je préfère que tu prennes les devants en opérant une thyroïde. J'ai une de mes collègues qui me dit, opérer une thyroïde, il y a de la morbidité. Tu ne peux pas proposer à tout le monde d'opérer. Certes, c'est des tendances, mais moi, je vous dis, quand j'ai un opérateur qui a fait plus de 1000 thyroïdes, qui le fait à la perfection, généralement, je minimise le risque. Et vous le savez, tout ce qui est là, comme votre intervenant, on a une très grosse collaboration avec un RCP thyroïde où il y a Dr Mansouri qui est médecine nucléaire, enfin la médecine nucléaire est représentée, la biochimie est représentée, la napath est représentée. On a l'ORL, essentiellement l'ORL, et le service d'endocrino, et on opère énormément de pathologies thyroïdiennes. Et sincèrement, on a très peu de morbidité sur le plan chirurgical. Si j'espère que mon avis est passé. Yani, à surveiller en ayant le risque que le patient soit reperdu ou en n'ayant pas les acteurs qui peuvent réellement t'aider, je préfère opérer par un chirurgien qui soit expert dans le domaine. Voilà. Si vous permettez, donc, il y a une autre question posée par Dr Esma Chetoueh. Oui. Donc, elle veut savoir la dose de la dexaméthasone et prednisolone et le moment de la 5 mg. Pardon? 5 mg de prednisolone et l'équivalent en Dexa. C'est-à-dire qu'il faut aller, ce sont de faibles doses, de très faibles doses. Oui. De toute façon, il y a un tableau d'équivalence des corticoïdes. Il est clairement admis, parce que je ne veux pas me casser la tête à avoir les doses qu'il y a. Donc, ça pourrait correspondre à 2 mg d'hexaméthasone et à peu près 5 mg si mes souvenirs sont bons, voire moins. Donc, Hadi, sachant, alors la dose, elle va tenir le coup, donc on est censé, vers 5h30, 5h15, 5h, ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Donc, donc, il va y avoir à peu près, on va dire, 5 heures qui manquent cette heure. 5 heures, donc, ça nous fait 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Donc, ça fait 14 heures à peu près de jeûne. Et donc, 14 heures à donc, le comprimé devrait prendre ces 14 heures avec une tendance à l'effondrement de l'énergie vers la fin de la journée. On sera plus ou moins. Donc, il faudrait éduquer le patient à ne pas avoir une activité.
قبل الفطور بنص ساعه تلقاه يلبس كاوي سيرتو كي يدخل الحال ويروح يجري في الشيري يقول لك بالك في رمضان راني نقص اكثر. Non, ما كناش تنقص اكثر. Tu vas perdre plus d'électrolytes, perdre plus d'eau et aller sur tous les problèmes qui vont avec. Voici la dose à peu près. Ce sera l'équivalent de 20 mg d'hydrocortisone. Peut-être même j'ai surestimé la dose de Dexa et de prédnisolone, mais ça sera l'équivalent de la dose des 20 mg. Peut-être avec un petit chouïa en plus. Mais bien sûr, je l'ai bien dit, vous perdez tout le reste sur le sommeil, il sera perdu. Que pensez-vous de la combinaison de prédnisolone, par exemple, et une prise d'hydrocortisone au ftour? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. On devra manger, tellement j'ai envie de manger a priori. On devra prendre de l'hydrocortisone pour le ftour. Parce que le ftour, les piles, le mec, il sera à plat après un jour de jeûne. Il n'aura aucune possibilité. Et la titration se fera en fonction de l'état de fatigue et de l'état. Il y a une ouahid peut-être qui devra avoir 20 mg le ftour. Donc, réellement, ça dépend des gens. Ça dépend du poids, ça dépend de l'habilité à supporter. Donc, après, une personne normale qui n'a pas d'insuffisance surrénalienne, elle n'arrive pas. Alors, pensez donc une personne qui a une insuffisance surrénalienne. C'est pour ça qu'il faudra à peu près. Mais bon, je me rappelle, la prédnisolone, c'était 5 mg. Et l'équivalent, il faudra faire. Une autre question relative à Kouteni. Donc, une position concernant donc le score. Je crois qu'elle parle de score d'insuffisance surrénalienne. Oui. Elle a posé sur le diabète. Il fait Donc, il y a une question, docteur Ratiba Kouteni, concernant donc le score à calculer pour ne pas jeûner. Je crois qu'elle parle du tableau. Le score, je peux vous le montrer, je peux vous le remontrer tout simplement. Le score, il est là, et le papier, et il y a les références, vous pouvez les retirer. C'est le papier que tu m'as adressé, Tarka. Oui. Le score. Attends, je vais le mettre en plein écran. Écrit, mon écran est toujours partagé, ou là, non? Oui, il est partagé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà le score. Alors, je reprends le score tout simplement. Ceux qui. Il n'est pas encore partagé. Il n'est pas partagé l'écran. Hein? C'est bon. C'est bon. Hein? Est-ce que mon écran est partagé? Oui, professeur, on voit votre écran. Ah, super, très bien. Donc, on a les low risk, low à modéré, les high et les very high. Alors, ceux qui decision to not fast based on discussion medical opinion, donc l'habilité. Donc ici, ils vous disent, c'est réellement, ça dépend du médecin et ça dépend de l'habilité individuelle, c'est-à-dire la possibilité individuelle à jeûner ou pas. Les personnes qui sont stables et bien contrôlées dans leur insuffisance surrénalienne, c'est-à-dire c'est des patients qui sont depuis un bout de temps sous traitement, très contrôlés, pas de problème d'hypotension artérielle ou de fatigue intense ou toute autre chose, donc ils sont à low risk. Ceux qui n'ont pas de comorbidité, l'insuffisance surrénalienne, par exemple, suite à la prise de corticoïdes, ils ont eu une rétraction corticale et ils n'ont pas ou alors ils n'ont pas c'est-à-dire de plus que ça, en dehors de l'hydrocortisone, il y a pas d'autres. Et les patients qui sont en même temps traités et par hydrocortisone et par minéralocorticoïdes. Donc, ils sont traités. Donc, ils sont couverts, ces gens-là sont à low risk. On a déjà les minéralocorticoïdes en Algérie. On joue sur les doses de glucocorticoïdes. On augmente un chouïa pour avoir l'effet minéralocorticoïde. Mais il y a des fois où on a recours. C'est rare, mais on a recours à la nécessité absolue de mettre le minéralocorticoïde. Donc, là, on est dans le cas où high
et very high risk. Et là, pourrait ne pas jeûner et doit ne pas jeûner. Hein, pourrait ne pas jeûner, mais là, ici, il doit, il must. Donc là, c'est l'urgence absolue. Ceux qui pourraient ne pas jeûner, ceux qui sont relativement récents, donc, et la grossesse. Et dans le very high risk, donc ceux qui sont à très haut risque, c'est ceux qui ont d'autres morbidités, telles qu'une atteinte multimorbidité, des atteintes d'organes cibles ou atteintes de plusieurs pathologies, telles que le diabétique, par exemple, ceux qui sont sous traitement insulinique, hein, ceux qui ont une pathologie hypophysaire, hein, ils sont opérés pour un problème à l'adénome hypophysaire, qui ont un retentissement sur la post-hypophyse, donc un diabète insipide qui doit être substitué en thérapeutique et en fluide, comme vous le savez. Ceux qui ont fait une insuffisance surrénalienne dans les 12 mois passés, pour une insuffisance surrénalienne, vous avez bien ceux qui sont en hôpital. Vous savez que nous avons les patients avec les IGUNA qui sont connus. Dès qu'il y a un problème, elle a un problème avec son mari, il a un problème au travail, tout ça, il arrête le traitement, il dit j'en ai marre. Ceux qui ne sont pas remboursés aussi, il faut que j'arrête le traitement et j'ai une insuffisance surrénalienne aiguë. On les connaît. Et puis, bien sûr, ceux qui ne sont pas sous minéralocorticoïdes et ceux qui ont une hypothyroïdie qui n'est pas substituée. Voilà le score de risque. Mais moi, je vous dis, techniquement, une insuffisance surrénalienne ne devrait pas jeûner. Je suis presque plus que certain et généralement, ils ne jeûnent pas. Mais quand ils décideront de jeûner, on n'aura aucune autre solution que de les accompagner pour leur traitement. Ça, c'est les questions, c'est pas bon. Oui, Tarq. Voilà. Merci, professeur. C'est mon tour parce que j'ai pris de notes par rapport aux deux questions. La première, c'est par rapport à la dose de lévothyrox. Est-ce que la dose se diffère entre les saisons, été et hiver? Personnellement, je ne vois pas réellement, je n'ai pas idée que la dose devrait différer en été et en hiver. Parce que tout simplement, c'est vrai que bon, quand on est sous L-thyroxine, la L-thyroxine donc, va tout simplement entrer dans le mécanisme, si vous voulez, dans la thermogénèse, donc c'est clair et net, mais je ne me verrai pas, sincèrement, et je parle sous le contrôle de mes collègues et confrères, consoeurs et confrères qui sont là, qui ont de longues expériences. Si on additionne nos expériences un à un, on aura des siècles d'expérience. Et je vous dis, il n'est pas connu de diminuer la dose parce que l'anifsef, qui نشرب ma dose de lévothyrox correcte, ani نعرق نقص شوية pour être en hypothyroïdie, pour avoir moins de thermogénèse et pour ne pas avoir chaud. Non, moi je ne pense pas que les saisons. Maintenant, s'il y a un papier qui a été lu, que le collègue ou le confrère, la consoeur qui a lu ça, un papier, ben, j'aimerais bien avoir à partager ça avec vous, mais sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse changer de dose avec les saisons. Merci, oui, professeur. Pour la deuxième question, je suis enceinte et j'ai une hypothyroïdie. Je suis à 75 microgrammes par jour de lévothyrox et la TSH n'est pas stable. Est-ce que je jeûne ou non, sachant que je travaille dans un système de garde dans les urgences? Chauffez, madame. Alors, la question, c'est comme elle ressemble à la personne qui est venue me voir. Chauffez, mesdames, sincèrement. Avec c'est complexe. Bon, je souris. Pourquoi? Parce que c'est la question qui revient à chaque fois. Madame, la TSH n'est pas stable parce que Makish, samhini, je pense. ما نعرفكش ما شفتكش مي شوفي انت هي طبيبة روحك. Est-ce que راكي تشربي في التريتمون تاعك à la même heure? Donc تقولي لي oui, je vous jure. أنا généralement je ramène les couples.
je ramène les couples المرأة تحلف وتتكتف مع الخراج يقول لها كي ما شربتيهاش وكنات بعد تدور bien sûr تشوف معاه elle le foudroie du regard je comprends qu'il y a un problème quelque part نقول لها شوفي essaye de le prendre à un moment bien déterminé. Maintenant, dans la grossesse, est-ce que tu es au premier terme, au premier trimestre, au deuxième ou au troisième? Si c'est au premier trimestre, on ne peut pas se permettre, la TSH, elle est instable. Moustahil. Anna, des fois, je mets à tort de grandes doses pour faire rapidement descendre la TSH, surtout quand on est dans le premier trimestre. Il y a l'organogénèse, il y a toute cette nécessité absolue d'avoir, j'ai eu même un médecin avec 25 de TSH, elle était à 8 semaines. Donc, vous voyez, là, c'est un stress absolu. J'augmente la dose. Dès lors que j'entame le deuxième trimestre, j'essaye de prendre plus de… vous savez qu'on se dit inférieur à 2,5, inférieur à 3 et inférieur à 3,5. Même s'il y a des écoles qui vous disent 2,6, 3,1 et tout ce qui s'ensuit, je le garde simple pour ne pas oublier. Inférieur à 2,5 au premier trimestre, inférieur à 3 au deuxième, inférieur à 3,5 au troisième. Gardez, si vous avez la TSH au premier trimestre qui est aux alentours de 2 ou de 1,50, vous la gardez durant toute la grossesse, le problème ne se pose pas. L'ikenti, est-ce que tsomi ou la matsomish, pour la grossesse, c'est simple, clair et net. Une pour moi, et je l'ai dit, je le dis pour les femmes qui sont diabétiques et celles qui ne le sont pas. La grossesse, il y a des femmes qui ne peuvent pas jeûner. La grossesse est une situation à risque pour une personne en dehors de toute pathologie. En dehors de toute pathologie. Il y a une mara, mais elle a les problèmes thyroïdiens, les problèmes surrénaliens, les diabétiques, de surcroît, un des risques que vous avez, madame, c'est le travail posté, c'est le travail faire des gardes, un système de garde, نقعد نهار وندير لا garde نهار بالك تصومي نهار اللي قاعده فيه في الدار وتفطري نهار لا garde. هذه c'est clair. انا je n'ai aucun problème à te dire, j'assume. انا واحد النهار قالت لي j'étais en train de faire un EPU sur diabète et ramadan et on avait présenté واحده dans l'assistance السيده قالت لي انا نخاف قالت لي الحكيم نخاف ربي. مادام اللي كان بقات لي انا في عمري كاينه حاجه بقات لي نخاف ربي ما بقى لي والو ولا كان ما خفتش ربي جو سي با كاسكو جو في فير قالت لي انا نخاف ونقول له ما تصومش الوغ موا ما عنديش الكوراج باش نقدر نهز ذنوب عبد اخر يا ربي نفرز تاوعي داكوغ دونك موا جو دي مادام avec en connaissance de cause ماكش قادره تصومي tu es la seule à ne pas pouvoir تقولي نصوم ما تقدريش تصومي بينك بين الرب سبحانه ما تصوميش انا tu serais venu chez moi تقولي لي انا طبيب تاعك وتقولي لي مانيش قادره نصوم نقول لك ما تصوميش من بعد كي تولدي ان شاء الله بالخير وعلى خير ترجعي ولا تصدقي ولا ديري صا لي تكست سون كلير والدين دين يسر وانت راكي en situation de grossesse plus hypothyroïdique et une situation à risque surtout pour l'enfant. Et donc, on doit de répondre à cela. Donc, j'espère avoir répondu clairement à vous. Maintenant, la TSH n'est pas réglée, c'est parce que vous ne la prenez pas à temps ou vous la prenez, comme je vous l'ai dit, sur les repas. Il faut respecter et généralement, ça marche. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faudra suspecter un problème d'absorption. Ça aussi, il y a beaucoup de problèmes dans les syndromes de malabsorption. On a des patients qu'on met jusqu'à 400, 400, 500 microgrammes pour pouvoir atteindre une dose correcte. Ça aussi, c'est un autre problème. Oui. Youssef, ou la terre Nassim. Oui. Tu es toujours en forme, on te rajoute quelques questions. الله زيد على قد ما تقدر راني قاعد اليوم راني ليكم. Bon, il y avait une question sur la malabsorption, tu viens de répondre, donc merci. Oui, sur la malabsorption et les doses de lévothyrox, donc tu as répondu donc à la question. On augmente. Une autre question qui revient souvent, c'est l'interaction médicamenteuse. J'ai remarqué qu'elle est revenue à 2 à 3 reprises. Oui. Interaction médicamenteuse avec lévothyrox, durant Ramadan particulièrement. Oui. Les gens qui prennent des IPP, par exemple avant Ftor ou avant Sahur, et qui vont prendre aussi le lévothyrox. Y a-t-il une possibilité d'interaction? Oui. Il y a d'autres médicaments, notamment les statines. Il y a d'autres médicaments. Il y a une slide وين هي يا ربي tout à l'heure أنا رحت عليها
juste عليها. Alors, où est-ce que je vais la trouver? Où il y avait la liste des médicaments. Il y a une longue liste. Une longue liste. Alors, il y a la slide. J'avais vu la rifampicine. Alors, c'est laquelle? Où est-ce que je l'ai vu? Et je voulais justement en parler. La liste en entier. Médication. Alors, les patients ne doivent pas prendre les antiépileptiques, la rifampicine, le Questran, sucralfate, antiacide, raloxifène, stéroïdes, fer et calcium. Ah, et la liste. Est-ce que vous êtes en train de la voir? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, oui, c'est clair. Voilà. Effectivement, les antiacides, il faut les prendre à distance. Parce que ما كانش واحد فينا ما يشربش les antiacides في رمضان. Donc les antiacides في رمضان تشربي la lévothyroxine قبل 30 minutes قبل الصيام تاكلي donc l'akhar sera pris مع السحور, c'est-à-dire à distance. Si tu prends en même temps la L-thyroxine et le truc, tu vas diminuer minimum de 30% à 40% l'absorption de ton traitement. La question, elle est magnifique, merci. Et donc, tout à l'heure, je n'en ai pas parlé parce qu'on était dans le vif de l'action. Donc, vous voyez, il existe quand même une liste importante. Les préparations à base de calcium, il y a beaucoup de personnes qui prennent du calcium, du fer aussi. Alors, les stéroïdes, ça aussi, c'est un problème. Le raloxifène, bon, si, ça peut aussi se voir. Donc, voilà, la question est plus que pertinente. Zida, oui, Sharaf. Merci. Une autre question, Dr Badia Al-Arbi Bouamran vous demande à quel taux de TSH vous commencez le traitement, parce qu'il paraît que certains endocrinos commencent déjà à 4 de TSH à 4, ils commencent le traitement. Sincèrement, vous êtes nombreux ici. 4 mois, pour moi, c'est du pipi de chat. 4, c'est rien. يعني surtout نساوي سامحوني نساوي يقول لك او كرهنا اليوم يجيك تقول لك انا كنا نعرف لكم شو نعرف لكم التليفون تاعي bon il est un peu flou, je peux vous montrer le téléphone, c'est que des consoeurs et des femmes que je connais, enfin وحده مرت خد صاحب معفرين يبعثوك التليفون واش اي urgent. Alors والله je vais vous montrer. ربي c'était qui voilà. Je vais vous le montrer, je vais vous le lire. C'était le téléphone sonne à 9h30. D'ailleurs, je suis très agressif quand le téléphone sonne le soir. Surtout certaines personnes, parce que la majorité, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ils disent pourquoi ils nous racontent ce genre de choses. كاين واحد يتلقاه يروح للدار كيروح للدار 9:30 يدخل طول يلقى لاله تقابلوا بعد ها شفت لي الطبيب ولا ما شفتيش الطبيب واش يدير اول حاجه يهز التليفون يعيط لي 9:30 تاع الليل انا واش عيط لي 9:30 تاع الليل جو vous montre oui la phrase تاعو telle qu'elle m'a été transmise. Voilà. Alors c'était pas ça, c'est là. Enfin bref, l'essentiel. Je ne vais pas vous la raconter. Weshua, il envoie un bilan TSH à 2,6, une FT4 qui était à 18, des anticorps et il me dit, c'était sur Viber, il me dit c'est un problème, c'est urgent, réponds-moi, urgent. Donc j'étais fatigué, une journée harassante et je découvre où il est où le problème. Elle a eu peur. Elle a eu peur de quoi? C'est c'est la malade. Donc, de nos jours, le malade, c'est-à-dire vraiment, tu es agressé. Alors, pour moi, pour répondre à la question, moi, une TSH à 10 ne me gêne pas. Ça dépend du contexte. J'ai généralement écrit, j'ai voulu comme les bilans, T3, T4, TSH, thyroglobuline. Je me demande, il y a beaucoup d'ordonnances où il y a de la thyroglobuline. Thyroglobuline, pourquoi FT4, TSH? Donc, j'ai une FT4 qui est à 17. J'ai une TSH qui est à 10. Je ne suis pas stressé. Donc, ça dépend des personnes. C'est une personne qui est jeune,
chez qui on peut adapter la dose et tout ce qui s'ensuit. Donc, à 10, oui, je traiterai. Il y a certains qui vous disent, l'ATA, il y a l'ATA, les Européens, ils peuvent même vous dire que dans certaines situations, par exemple, le grand froid, certaines prises alimentaires qui peuvent s'accompagner, ils vous disent ne jamais réagir sur place. Se prendre le temps, 15 jours, 20 jours, reprendre une TSH. Vous pouvez la trouver à 10, après 25 jours, vous la trouvez à 6. Moi, entre 10 et 6, moi, je tolère la dose. Parce que aussi, ça a un coût. Ça a un coût dans les consultations, ça a un coût dans aussi l'économie de santé. Maintenant, si j'ai une TSH élevée, si j'ai un 10, je ne traiterai pas, je demanderai une TSH dans 3 à 4 semaines et je reverrai les choses. Si la dernière fois, ça s'est passé de la sorte, j'ai refait, j'avais 7,5 ou 8, j'ai refait, la personne est revenue avec 15. J'ai commencé le traitement. Voilà. Donc, à 10, je ne m'inquiète pas. Plus que ça, je reconsidère les choses. À 15, c'est sûr, j'aurais traité. À 15, je traiterai sans aucun souci, je n'ai pas de problème. En dessous, c'est au cas par cas. À 10, je suis à l'aise. Inférieur à 10, je ne change pas. Je ne suis pas stressé plus que ça. Bien sûr, ça dépend aussi du cas. C'est au cas par cas, c'est à la T4, si tu as une T4 qui est franchement normale. Si tu as une T4 à 9,5, 10, avec une TSH à 10, 11, je traiterai. Voilà, à peu près comment je pourrais raisonner. Sharaf, Youssef, دكتور حمدوش ما تهضرش خلاص ما تخليوهاش تهضر السلام عليكم. Oui. S'il te plaît, la même consoeur vous demande si ça vous arrive de rajouter de l'aspirine à 100 mg comme traitement préventif des troubles du rythme cardiaque qu'elle a rencontré au cours de la maladie d'Hashimoto. Qu'est-ce que tu en penses? Madame, 100 mg d'aspirine, ça peut être pourvoyeur d'un LAL. 100 mg d'aspirine, ça peut être pourvoyeur d'une hémorragie gastrique, digestive, cataclysmique. L'aspirine, il a des indications et elles sont claires. Jamais, à aucun moment, on ne pourra prévenir un trouble du rythme en anticoagulant, en antiagrégant, c'est-à-dire en mettant un antiagrégant plaquettaire. Combien de personnes ont eu un flux tard, en sont décédées en étant anticoagulées avec des anti-10A. Donc, pensez donc de l'aspirine. Vous ne préviendrez rien du tout. Les troubles du rythme ne parviennent que si vous avez généralement un cœur qui est antérieurement lésé, ou alors ils surviennent en cas d'hyperthyroïdie. Et en cas d'hyperthyroïdie, le fait mettre un antiagrégant n'arrêtera pas les troubles du rythme. Et bien sûr, il faudrait qu'il y ait une hyperthyroïdie qui soit longue dans le temps, que le cœur soit exposé à cela pendant une certaine période. Généralement, dans l'Hashimoto, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est généralement l'hypo. Même l'hypo a un problème sur le plan cardiaque. On ne va pas rentrer dans les détails, l'infiltration mucopolysaccharidique du myocarde en lui-même, la lipothyroïdie est pourvoyeuse d'hypertension artérielle, l'atteinte cardiaque chez l'hypothyroïdien, elle est avérée. Je vous dis, d'ailleurs, pour vous dire, bon, mon épouse est anesthésiste, j'en parle à chaque fois parce que quand on parle de la chirurgie thyroïdienne, vaut mieux opérer un cœur en hyperthyroïdie qu'opérer, enfin en anesthésie plus exactement, qu'un cœur en hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est un gros problème, mais pas dans le cadre des troubles du rythme. Voilà, dans les troubles du rythme, non, on n'associe pas. Sincèrement, ma chère consoeur, je vous déconseille vivement de le faire. Parce qu'il n'y a pas d'indication là-dessus. C'est bon. Donc, si vous permettez, donc, il y a d'autres questions. Bien sûr. Docteur Jbeblia, donc, elle pose sa question concernant l'hyperthyroïdie. Si vous permettez, Madame Conforme. Donc, le diabète est aussi insipide. Diabète insipide. Qu'est-ce que vous pensez? Diabète donc, insipide. La première question concernant l'hyperthyroïdie. Et on a juste une autre question, diabète insipide. ما فهمتش طارق لا كوبي ولا tout est coupé. Je vois pas pourquoi il y a des
Youssef, il a coupé, Sharaf, il a coupé, tout le monde a coupé. Donc, l'hyperthyroïdie, Où est la question? c'est-à-dire, est-ce que les malades qui présentent une hyperthyroïdie peuvent jeûner? Ah, d'accord. OK. Alors, Et l'hyperthyroïdie. j'ajoute l'autre question concernant le diabète insipide. En Niger. Pour la Très prise bien, de... très bien. Jeûner. Alors, l'hyperthyroïdie, ça dépend du cas. Tu as une personne qui est en euthyroïdie clinique sous 9 comprimés de carbimazole. Entre parenthèses, madame نهضرنا l'hyperthyroïdie, le carbimazole اللي يتباع actuellement في الجزائر والزنجبيل. هو الزنجبيل ولا الحشاوش تاع كي تروحوا في السوق، حنا عندنا سوق الخروب ولا السواق كي تروحوا للعلمه ولا وين تروحوا، شتو اللي حاطينهم في الارض، هزوا دوك الكراكب تاع الارض هذوك شربوهم وما تشربوش لك. هذه سي كلير. Il y a une personne qui travaille au Marriott, qui donc doit recevoir les gens. Marriott de Constantine, c'est une belle jeune fille et qui a été affectée par une hyperthyroïdie. Quand je vous dis une belle jeune fille, c'est rencontrer les gens, les Français, les Anglais, les Allemands, elle est polyglotte. Il y a la façade de l'hôtel. Où hyperthyroïdie, elle allait exploser. J'ai mis cette personne sous traitement. Sous 12 comprimés de carbimazole اللي موجود هنا actuellement. 12 comprimés, تلت شهر, elle avait une FT4 à 100, تلت شهر وهي FT4 à 60. حتتفلق. الحكيم كيفاه ندير الحكيم قلت لها فرنسا كاين، قالت لي نجيب. J'ai ramené du néomercazole qui coûte rien en fin de compte. Ça coûte 2 fois rien. Moi, je pensais que c'était cher. Ça coûte 2,60 €. Là. Comprimé à 20 mg. Je l'ai mise une semaine. Une semaine. J'ai eu le thyroïde. Semaine. Le docteur Nouya l'a opéré et son problème est réglé. D'ailleurs, je me demande si elle ne m'a pas donné les boîtes Zaydine. Je devais les récupérer. Vous me faites rappeler ça. Donc, l'hyperthyroïdie, si une personne est en hyper, elle ne peut pas jeûner. Si une personne est contrôlée sous traitement de l'hyperthyroïdie, sachez que le carbimazole peut être pris toute la dose ma'badaha. Les 12 comprimés, vous pouvez les prendre ensemble. Le carbimazole, on peut le prendre en monoprise, contrairement aux autres qui doivent être pris un peu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a généralement que le carbimazole, le tyrosol et ce qu'on a. Mais bon, ils peuvent être pris en une seule prise. Il y a bien sûr à distance du repas de préférence. Peut prendre toute la dose. Ou là, la scindée, qui coule en euthyroïdie. Sinon, mais alors, le diabète insipide, je pense déjà à une jeune fille qui a un diabète idiopathique d'ailleurs, et on n'avait pas trouvé comment. Ça s'est installé à l'âge de 22 ans. Elle devait aller faire une formation en France avec les bourses, donc les masters et tout. Et juste avant, elle commençait à boire, uriner. On a tout fait. Il n'y avait pas de solution. On l'a traité. Elle a dit qu'elle avait pu jeûner contre mon avis, parce que moi, c'est clair et net. Parce que c'était Fizman Sef. Il fait chaud. Il est illusoire. D'autant plus que le minirin, quand vous le prenez 3 fois par jour. Dès que vous prenez à un certain moment, l'effet suspensif. Et donc, il faudra reprendre. Donc, pour moi, mes somouches, et je ne vous dis pas, il faudrait le saumon. Mais au moment, mes somouches, comme il joue un peu, il triche, mais ce n'est pas 14 heures de jeûne qu'on peut gérer en prenant une seule dose. La pulvérisation, la pulvérisation, il met ça en niche. Et bon, il est clairement admis que les gouttes nasales, il faut trop. Et Inna Allah yuhibbu an tu'khad rukhsahu. Rukhsa, elle est claire. C'est qui dit? C'est nous les médecins, les gens qui, Rabbi Subhanahu, le pouvoir de le faire. Alhamdoulilah, ils peuvent ne pas jeûner. Donc, diabète insipide, ils ne jeûnent pas. Zid Tarq. Bon, c'est mon tour.
Toujours professeur. كويس Bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions, même il y a des questions qui se مرحبا répètent à chaque مرحبا fois. بكم. انا ما عندي حتى مشكل. بالك تاعك Les- حاب يروح للدار، انا ما زلت قاعد نحبوا حتى غير غدوه كي تحبوا، انا ما عنديش مشكل. Non, et, وي en fait, il y a vas-y. beaucoup de questions que vous avez déjà répondu, donc toujours le même point qui se répète. Donc, je pense qu'il est 20 heures et on va terminer par ces deux questions. نروح. Bon, pour la première, pour une malade qui a subi une thyroïdectomie et que reçoit la consultation avec une TSH très élevée, que faire dans ce cas-là? Et thyroïdectomie, est-ce qu'elle est sous traitement ou pas? Il n'a pas donné d'assez d'informations. C'est clair. Que- Alors, ce qui se passe dans la thyroïdectomie, avec tout le respect que je dois à mes amis chirurgiens. Alors, il y a deux tendances. Et la tendance, c'est celui qui opère. Je ne veux pas citer de spécialité, mais comme les ORL, les viscéralistes, les n'importe qui, celui qui opère. كاين عندك واحد اللي يولي اندوكرينولوج، تلقاو chirurgien هو يهز المريض يحكموا. حنا عندنا وحيد هكا يديروهم، mais c'est malheureux d'ailleurs, c'est des amis. Alors après ils se retrouvent dans des situations de crise parce que الهنا ديما والبلا ساعات هذا هو المشكل. Tu dis, c'est pas un problème, je suis chirurgien, je prends le patient, je lui fais une échographie, il m'a dit, je fais les anticorps idéaux, il m'a dit, je fais la thyroïde un peu opérable, il opère, il opère, il fait l'eau. Lévothyrox, 100 mg, il dit 50, il dit 50 fois 2 par jour, j'ai reçu du 100 mg, Lévothyrox 100, alors le malade dit, et j'en passe et j'en passe. Surtout si la période où la chirurgie pendant la semaine qui suit, tu te fais opérer aujourd'hui, tu prends ton traitement le lendemain, c'est facile, tu as une semaine de demi-vie, le temps que l'hormonémie diminue, ce qui est resté dans la circulation, la L-thyroxine reprend le chemin, le problème ne se pose pas. Et généralement, je commence jamais par la dose totale. Moi, je commence tout le temps 25, 3 jours, 50, 3 jours, 75, 3 jours ou 4 jours, et puis je passe à 100. C'est à partir de 100, lors d'une thyroïdectomie totale, que je temporise 4 semaines et que je fais ma TSH. Haka, je le fais. Donc, quelqu'un qui vient avec une TSH au plafond, les j'ai 30-40, les journées à la version fetwa, les journées tu as 25. Ça ne posera aucun problème. Au contraire, 25 et tu commenceras à chercher qu'est-ce qui s'est passé au juste. Est-ce qu'il a été pris? Est-ce qu'il attaque le doigt? Donc, vous voyez, mais il faut traiter, on ne peut pas laisser une TSH élevée chez une personne. TSH élevé, il commence par un traitement, au moins 25, dans la tendance religieuse. Voilà. Zid Youssef. Merci, professeur. Bon, pour la dernière question de Dr Mzah, comment remédier à une TSH perturbée malgré la prise de traitement? Est-ce que le stress est un facteur perturbateur? Voilà, sincèrement, bon, le stress est un facteur qui perturbe tout. Et qui le stress ne peut pas perturber. C'est possible, mais ça a un retentissement faible. Il chope correctement son traitement, il fait sa TSH, elle est à 4, et parce que stress à 12, c'est pas possible. Ou la à 2, c'est pas possible parce que, certes, quand vous êtes stressé, vous allez avoir de la sécrétion de catécholamine, de la sécrétion de cortisol. Ce cortisol, peut-être en excès, va aller un peu à freiner la désiodation, retentir sur la désiodation de la T4 en T3, avoir moins d'hormones. Mais si c'est un stress permanent, ça peut-être, je suis d'accord. Mais داوه لارمي واحد دخلوا الحبس بعيد الشر واحد المشاكل كبار كيما هكا سي فري كان ستريس بيرمانون ça pourrait avoir un retentissement mais généralement c'est des situations ponctuelles. Quelqu'un qui prend son traitement choufou, il est illusoire. Si je peux un peu généraliser, même si je n'aime pas généraliser, vraiment une personne qui a une TSH instable, c'est de l'ordre de 2 à 1% de nos patients.
beaucoup, ils ont une raison. Il y a un problème de malabsorption. Il y a un autre problème associé. Il y a toujours une raison. C'est vraiment 1 à 2% des patients où ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas en parler. Peut-être qu'après, avec la fameuse l'histoire française de la galénique du lévothyrox qui a été placée, ça l'a très fait France. وشكون نساوي نتاع فرنسا يقلبوا الدنيا حنايا كيهضروا لنا قال لك راكم بالقديمه وبداو النساوي نتاعنا يربشوا بعد اني قرايه ثاني شفت كاين عندنا واحد اون كاتيجوري يشتيو يربشوا بزاف يا اخو عطاك الدواء d'ailleurs dites-moi pour ceux qui sont les courageux qui sont encore là je vois qu'il y a encore 118 personnes je les remercie pour tout l'intérêt qui nous portent et je suis vraiment heureux de partager avec eux. J'aurais voulu par contre si on pouvait partager tous ensemble nos expériences. Et donc, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je sais pas. Voilà, merci. Donc, je termine. Donc, ces personnes-là, donc, ces histoires-là, elles ont été vues seulement en France. Et donc, nous, on n'a pas ce genre de problème et en principe, on ne l'aura pas, Inch'Allah. Voilà, je pense avoir terminé, Youssef. Tarek, Sharaf. Oui. Malgré qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais faute de temps, je crois qu'on ne peut pas continuer plus. Mais de toute façon, on vous remercie beaucoup. Inch'Allah. Bien sûr, bien sûr. Inch'Allah, on aura encore à refaire. Choufou la preuve, c'est un sujet qui est passionnant et dont on n'en parle presque pas, presque jamais. Oui. Et on est confronté à des problèmes. Anna, j'aurais voulu une séance qu'on peut faire du présentiel. Le présentiel, c'est partager les expériences. Il y a des choses, c'est ce partage d'expérience qui va nous permettre d'avoir encore plus de réponses à nos questions. Et des fois, croyez-moi, chers consoeurs et chers confrères, que des fois, on n'a pas de solution. Mais et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, on n'est pas réellement, des fois, on ne sait pas quoi faire. J'ai des cas de thyroïde où je me mets autour de la table avec les profs du service, avec tous les anciens, et on ne trouve pas de solution. La thyroïde est une pathologie complexe. Elle n'est pas simple. Elle est complexe. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, donc, professeur Nouri, pour cette très belle présentation. Merci au laboratoire, donc, Merck, de nous avoir donné cette opportunité. Je remercie mes amis, membres de l'association endocrinologie Sétif et tous les participants au ce webinaire. نقولوا إن شاء الله رمضان مقبول كريم والصيام مقبول. Et on s'en donne rendez-vous à Sétif début de juin. كيف قلت لي؟ أنا ما سمعتش سي كوبي. Parce qu'on se donne rendez-vous Inch'Allah début juin. Allô? Allô? En fait, Dr Mahboub vous donne le rendez-vous à partir de والله ما سمعت عاود لي. جوان إن شاء الله العظيم الحكيم إن شاء الله يا ربي. Inch'Allah, merci professeur. Merci, professeur. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je remercie aussi les membres de l'association d'endocrinologie de Sétif. Je remercie aussi les participants qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et je vous dis Sahar Mdankom. Somo b'sahha lehna, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Au revoir. Sahar Mdankom. Merci à tous. Lila. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, merci. C'est bon, on est coupé? Allô, allô? Recording stopped. C'est bon, professeur, normalement. Copine, c'est bon? C'est bon, copine.